La guerre en Ukraine pourrait s'arrêter demain, c'est ce que promet Donald Trump. Mais à quel prix? Reconnaître la Crimée comme russe, sortir l'Ukraine de l'OTAN et surtout tourner la page d'un conflit qui ne dit pas tout. Kiev serait responsable du déclenchement de la guerre, pas Moscou. C'est ce qu'affirment Trump et Sergueï Lavrov. Et eux, ils parlent sérieusement de paix. Pendant que l'Europe brandit ses grands principes, les Américains négocient. 4 rencontres déjà entre Poutine et l'émissaire de Trump. Des heures de discussion en l'absence totale des Européens. Trump l'affirme, la Crimée restera russe. L'adhésion à l'OTAN était une provocation et les négociations vont dans le bon sens. Sergueï Lavrov réenchérit. Trump est le seul à comprendre les racines du conflit. Mais de quelles racines parle-t-on réellement ? Parce qu'il y a un non-dit dans cette guerre, un tabou soigneusement gardé par les chancelleries occidentales. L'Ukraine n'est pas ce qu'on nous a vendu. Ce pays, présenté comme une démocratie en lutte pour sa liberté, abrite des laboratoires biologiques américains. Officiellement, c'est pour la recherche. Officieusement, pour des projets bien plus sombres. Les documents sont là, les cartes, les financements, les chercheurs liés au Pentagone, et ce n'est pas tout. Depuis 2014, l'Ukraine a vu ressurgir sur sa scène politique des groupuscules néo-nazis armés, soutenus, parfois même intégrés à l'armée. Azov, Haïdar, Pravi, Sektor, des unités glorifiées dans les médias malgré des symboles nazis en pleine lumière. Tout cela a été toléré parce qu'elle servait un but. Alors Trump tente d'imposer la paix, que Poutine parle d'accord, l'Europe reste figée dans une posture morale irréaliste. La Crimée, c'est l'Ukraine, on ne négocie pas avec l'agresseur, dit-il. Mais à quel moment l'Europe s'est-elle posé les vraies questions? Sur le rôle de Victoria Nuland en 2014, sur les financements de la CIA, sur les biolabs, sur les bataillons néo-nazis, sur le massacre d'Odessa. L'Ukraine a été instrumentalisée et aujourd'hui, elle est sacrifiée. Ce que nous vivons, c'est peut-être une période d'exposition. Le rideau se lève et les masques tombent. Qui a déclenché quoi? Qui a armé qui? Qui a menti? Les révélations s'enchaînent et les dossiers sortent. Les voix qui hier étaient censurées sont aujourd'hui reprises dans les colonnes des grands journaux, même à contre-cœur. Trump joue sa carte, Lavrov met la pression et l'Europe qui croyait maîtriser le tempo se retrouve reléguée en coulisses. La paix, ce n'est pas un mot creux, c'est un marché. Et derrière ce marché, il y a des intérêts colossaux. Plus de 200 milliards de dollars ont été injectés dans l'effort de guerre ukrainien. Des contrats d'armement, des trafics d'influence, des multinationales qui se battent déjà pour reconstruire un pays encore en ruine. BlackRock, Halliburton, Bayer, Cargill et tous les autres vautours qui tournent autour du cadavre ukrainien en attendent le signal. La paix, c'est la fin de cette rente. C'est aussi l'ouverture des dossiers explosifs, le rôle des agences de renseignement, les détournements de fonds, les alliances avec des extrémistes, les biolabs hors de contrôle. Et dans ce grand théâtre, qui osera lever la main pour dire « nous avons menti » ? Personne. C'est pourquoi la paix ne dépend plus de la morale, mais du courage. Il n'y en a plus beaucoup dans les capitales occidentales. À la fin, visiblement, des petits vont tomber. Mais de quel côté? Côté russe? Peut-être. Mais côté ukrainien, c'est déjà en cours. Et côté occidental, certains commencent à sentir le vent tourner. Les diplomates s'inquiètent, les journalistes changent de ton et le public commence à comprendre. Alors, posons-nous la vraie question. Si la paix peut être signée demain, qui veut vraiment l'empêcher? Parce que ceux-là, ce sont ceux qui ont plus à perdre. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.